Bonjour et bienvenue. L'Union européenne est pour la plupart des gens un vrai mystère. Sa place dans le monde est pourtant connue. Ses réalisations, sa force de frappe économique et commerciale la font respecter. Et pourtant, des voix s'élèvent pour réclamer plus de transparence et de visibilité. La communication institutionnelle est donc au cœur des enjeux de l'Europe. Elle en constitue à la fois un moteur et un frein. L'avenir de l'Union est à ce prix. Cet enseignement, dispensé en français à des étudiants en communication de l'Université de Hanoï, s'efforcera de tracer le chemin d'une meilleure connaissance de l'Union européenne au travers de 4 chapitres. Les origines de l'Union, ses institutions et ses organes, les moyens dont dispose l'Union, et enfin, l'Union dans le monde. Dans un premier chapitre, nous verrons donc les origines de l'Union et tout d'abord la construction européenne. L'Europe géographique est en fait une presqu'île à l'ouest du continent euro-asiatique. Elle est tout entière dans l'hémisphère nord. Elle est limitée à l'est par la chaîne de l'Oural, au nord par l'océan Arctique, à l'ouest par l'Atlantique, au sud par la Méditerranée, le détroit entre la Méditerranée et la mer Noire, puis la mer Noire elle-même, et enfin le Caucase. Sur la carte, on peut voir que l'Union européenne n'est qu'une partie de l'Europe géographique, avec 27 États membres. Elle représente moins de 60% des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, qui est l'autre organisation européenne dont la vocation est plus centrée sur les droits de l'homme. Les pionniers de l'Europe ont façonné le projet européen, chacun à sa manière. Konrad Adenauer, premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne, de 1949 à 1963, il a été le promoteur avec le général de Gaulle de la réconciliation franco-allemande. Robert Schuman, né à Luxembourg, ministre français des Affaires étrangères, puis président du Conseil des ministres à 2 reprises, a exercé les fonctions de président du Parlement européen. Simone Veil a été en France ministre de la Santé en 1974, puis première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel direct. Elle a occupé cette fonction de 1979 à 1982. Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni en 1940, participe à la mise en place du Conseil de l'Europe en 1949. Mais sa vision n'est pas celle de Robert Schuman, ni celle de Jean Monnet. Il considère que la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, est un projet franco-allemand. Alcide de Gasperi, président du Conseil italien de 1945 à 1953, soutient l'idée d'une fédération européenne, non seulement dans le domaine du charbon et de l'acier, mais dans tous les domaines. Jean Monnet est un des principaux fondateurs de la Communauté économique européenne par le traité de Rome de 1957. Il devient de 1952 à 1955 le premier président de la haute autorité de la CECA installée à Luxembourg. Les symboles de l'Union. La devise « Unie dans la diversité » a d'abord été choisie en 1998 dans un concours de classe de l'enseignement secondaire des 15 États membres en vue du cinquantenaire de la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman. Sélectionnée lors d'une cérémonie au Parlement européen, elle est intégrée en 2004 au traité établissant une constitution pour l'Europe, qui finalement n'a pas été ratifiée. Cependant, dans l'acte final du traité de Lisbonne en 2007, la majorité des États membres déclarent « Le drapeau représentant un cercle de 12 étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de l'Ode à la joie de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven, la devise « Unie dans la diversité », l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être
pour eux les symboles de l'appartenance commune des citoyens de l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci. Il n'y a pas 27 langues officielles pour 27 États membres, car certains partagent des langues communes, comme le français, France, Belgique, Luxembourg, le néerlandais, Pays-Bas, Belgique, l'allemand, Allemagne, Autriche, le grec, Grèce, Chypre. À noter que l'Irlande, outre l'anglais, a aussi le gaélique comme langue officielle. Dans les réunions de haut niveau, par exemple au Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement, ou en séance plénière du Parlement européen, il y a des interprètes pour toutes les langues officielles de l'Union. En pratique, des langues de travail sont utilisées au quotidien. La Commission européenne a ainsi 3 langues de travail, le français, l'anglais, l'allemand. La Cour de justice a de son côté une seule langue délibérée, le français. Pour des raisons historiques, la langue française était à l'origine la langue officielle de la moitié des 6 premiers pays membres, mais aussi pour des raisons de continuité et de sécurité juridique avec la même langue originale avant les traductions dans les autres langues. Le grand élargissement du début des années 2000 est certes celui de la réunification de l'Est et de l'Ouest de l'Europe. Mais revenons un peu en arrière sur l'histoire des élargissements depuis l'origine. L'Europe a commencé à 6, en 1951 et 1957, avec la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le Royaume-Uni a essuyé 2 vétos, en 1963 et 1967, du général de Gaulle, qui s'exprimait ainsi dès le 14 janvier 1963. L'Angleterre est insulaire, elle est maritime, elle est liée par ses échanges, ses marchés, ses ravitaillements aux pays les plus divers et souvent les plus lointains. Bref, la nature, la structure qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux. Ce n'est qu'en 1973 que fut levé le veto français avec le président Georges Pompidou. Ce premier élargissement, aux motifs essentiellement commerciaux pour les nouveaux arrivants, a concerné le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Dans les années 80, 3 pays adhèrent à la communauté européenne à la faveur de changements internes démocratiques, la Grèce en 1981, l'Espagne et le Portugal en 1986. Après la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, 3 pays qui n'appartenaient ni à l'Alliance Atlantique à l'ouest, ni au pacte de Varsovie à l'est, intègrent en 1995 ce qui était devenu entre-temps l'Union européenne. Ce sont l'Autriche, la Finlande et la Suède. Les critères dits de Copenhague avaient été formulés par le Conseil européen de juin 1993 pour préciser les conditions selon lesquelles les pays associés d'Europe centrale et orientale pouvaient devenir membres de l'Union européenne. Ces critères sont la démocratie et l'état de droit, l'économie de marché, la mise en œuvre du droit européen. Dès lors, sont entrés successivement dans l'Union, en 2004, 10 pays, 3 pays baltes, du nord au sud, Estonie, Lettonie, Lituanie, 4 pays d'Europe centrale, du nord au sud, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, 3 pays méditerranéens, Slovénie, et 2 pays insulaires, d'ouest en est, Malte et Chypre. En 2007, 2 pays, Bulgarie et Roumanie. En 2013, la Croatie le 1er juillet. Fait notable, le 31 janvier 2020, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne ne s'élargit pas, mais rétrécit avec le départ du Royaume-Uni, passant ainsi de 28 à 27 États membres.
Les pays candidats ou potentiellement candidats, ce sont d'abord 6 pays des Balkans occidentaux. Les pays officiellement candidats sont le Monténégro, en 2010 avec un début de négociation en 2012, la Serbie, en 2012, début des négociations en 2014, la Macédoine du Nord en 2005, début des négociations en 2010, en raison notamment du litige avec la Grèce sur sa dénomination, l'Albanie en 2014, début des négociations en 2020. Les pays potentiellement candidats ont été assurés de pouvoir adhérer à l'Union européenne, en 2003 pour la Bosnie-Herzégovine et en 2008 pour le Kosovo. À terme, l'Union européenne passerait de 27 à 33 États membres, la population supplémentaire des futurs États membres étant de 18 millions d'habitants, loin de la perte du Royaume-Uni avec plus de 66 millions d'habitants en 2020. La Turquie est un cas à part, avec ses 80 millions d'habitants. C'est un pays candidat depuis 1999. Les négociations d'adhésion avaient commencé le 3 octobre 2005, mais elles sont officiellement au point mort depuis 2019. Dans les populations au monde, l'Union européenne se classe en 3e position, avec 446 millions d'habitants. Après la Chine, 1,4 milliard, et l'Inde, 1,3 milliard. Mais devant les États-Unis, 329 millions, la Russie, 146 millions, et le Japon, 127 millions. Ce classement démographique ne reflète cependant pas la puissance économique et commerciale, car l'Union européenne constitue le premier pôle commercial au monde avec 40% des échanges de la planète. Au sein de l'Union européenne, les écarts démographiques montrent la prédominance des États membres dits petits pays. Sur le plan de la répartition des membres du Parlement européen et des modalités de vote au Conseil des ministres de l'Union européenne, on peut en effet distinguer 6 grands pays: Allemagne, 82 millions d'habitants, France, 67 millions, Italie, 60 millions, Espagne, 47 millions, Pologne, 38 millions. 2 pays de taille intermédiaire, dits aussi les plus grands des petits pays, Roumanie, 20 millions, Pays-Bas, 17 millions. 19 petits pays allant de 10 millions environ, Belgique, Grèce, République tchèque, Portugal, Suède, Hongrie, à moins d'1 million d'habitants, Chypre, Luxembourg, Malte. Cette hétérogénéité démographique a une conséquence sur la construction européenne qui s'est toujours attachée à bâtir des compromis prenant en compte les intérêts respectifs des États membres, qu'ils soient grands ou petits, forts ou faibles, riches ou pauvres. Un principe les sous-tend, la solidarité. Bien, passons à présent aux questions. Comment peut-on communiquer efficacement en autant de langues différentes dans le travail quotidien? Les langues officielles concernent notamment les traductions des textes au journal officiel de l'Union européenne et les interprètes des réunions à haut niveau. Les langues de travail sont en général pour l'écrit le français et l'anglais. Pour la communication orale, c'est une question individuelle liée à la maîtrise de telle ou telle langue. Pour ce qui me concerne, j'avais adopté avec un collègue britannique le français les jours pairs et l'anglais les jours impairs. Est-ce que le rejet de la Constitution pour l'Europe a été un échec, voire une manipulation de la communication publique? Il faut dire que les partisans du oui à la Constitution ont été peu audibles et le texte était en fait trop volumineux avec 448 articles. Qui l'a lu en entier est vraiment compris. Pour les partisans du non, certains ont jugé le projet comme dangereux pour la souveraineté des États, mais nombreux ont été aussi victimes de manipulations ou de fausses informations. Par exemple, la Constitution aurait signifié automatiquement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ce qui était faux, bien entendu.
Pourquoi la Turquie est-elle un cas particulier dans l'élargissement de l'Union européenne et est-ce un problème d'information de l'opinion publique? Il y a des arguments pour. Économique, c'est un grand marché, géostratégique, l'appartenance à l'OTAN, symbolique, la Turquie de Mustafa Kemal Atatürk serait un modèle pour le monde musulman. Mais il y a aussi des arguments contre. La géographie, la Turquie est en Asie pour 97% de sa superficie et pour 83% de sa population. La démographie, trop importante avec ses 80 millions d'habitants. L'argument culturel, avec des opinions publiques réticentes. L'argument politique, dans le poids décisionnel qu'aurait la Turquie au Parlement européen et au Conseil. Et enfin, l'argument juridique, avec la règle de l'unanimité qui donne à chaque État un droit de veto. Faut-il que les institutions communiquent mieux sur ce que devraient être les frontières définitives de l'Union européenne? La question de fond, c'est est-ce que l'Europe est un concept géographique ou une communauté de valeurs? Si c'est un concept géographique, devrait-elle aller de l'Atlantique à l'Oural, comme disait le général de Gaulle, et où situer la Russie? Si l'Union est une communauté de valeurs, que doit-on penser de certains États membres à la limite de l'État de droit? En réalité, l'Union européenne n'est ni une organisation internationale au sens classique du terme, ni un État fédéral ou confédéral. La construction européenne est sui generis, c'est-à-dire qu'elle évolue par elle-même, sans modèle préconçu.